Du coup, je vais vous présenter le travail qu'on a fait à la FAS Bretagne concernant le vieillissement, qu'il soit prématuré ou non, des personnes en situation de précarité dans le secteur de l'accueil, hébergement, logement, insertion. Du coup, j'appellerai ça AHIL dans toute la présentation après. Mais avant, on va faire un petit jeu. Je vais vous présenter des photographies de personnes et vous allez lever la main quand vous pensez que la personne a plus de 70 ans. Du coup, on commence avec la première. Qui pense qu'elle a plus de 70 ans? Ok, bon, c'est une large majorité de personnes qui lèvent la main. Une deuxième, qui pense qu'il a plus de 70 ans? Personne ne pense qu'il a plus de 70 ans? Bon, je vois que tout le monde connaît le public, du coup, mon petit jeu est un échec. Mais du coup, effectivement, la première s'appelle Renée, elle vit à Cahors. En réalité, c'est ma grand-mère. Et vous aviez raison, elle a 87 ans. Et la deuxième personne s'appelle Bruno, il vit à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Et vous pouvez le retrouver dans un documentaire de Charlotte Vautier, qui est disponible sur YouTube. Et donc, bon, je pensais que certains au moins se seraient trompés, mais du coup, Bruno a 56 ans. Est-ce qu'on est d'accord qu'il fait quand même plus que 56 ans? Ok, merci. Je voulais utiliser ces deux photos parce que, en fait, je trouve que ça montre bien à quel point les inégalités sociales peuvent impacter le vieillissement ou en tout cas l'apparence des gens. Et on voit... En fait, Sophie Rouet-Lambert nous expliquait que, du coup, c'est pas facile, que l'âge d'une personne est plutôt facile à évaluer en général, parce qu'on se fie à ses traits, à sa gestuelle, à ses vêtements, à ses mains, mais que quand il s'agit de personnes notamment sans domicile fixe, c'est beaucoup plus compliqué, puisque des semaines passées à la rue ou des années passées à la rue peuvent les avoir vieillis de 10, 20, 30 ans. Et avec cette citation, on voit tout l'enjeu qu'il peut y avoir à s'intéresser de plus près au vieillissement des personnes en situation de précarité. À l'heure où le vieillissement de la population générale en France est devenu un des enjeux des politiques publiques, à tel point qu'en fait, les pouvoirs publics parlent d'un choc du vieillissement, les personnes vieillissantes en situation de grande précarité sont frappées par de nombreuses inégalités. Les décès prématurés, ce sont ceux qui interviennent avant 65 ans. Ils représentent 15% des décès en population générale, mais représentent 85% des décès des personnes qui sont sans domicile. L'âge moyen des décès des personnes sans domicile, sans chez soi, intervient avant 50 ans, et c'est-à-dire 30 ans de plus qu'en population générale. Et l'âge moyen des décès des personnes qui sont hébergées, il est de 55 ans, et donc c'est quand même 25 ans de plus qu'en population générale. Aujourd'hui, si les pouvoirs publics s'intéressent de près au vieillissement de la population française, c'est avant tout à partir de la catégorie d'âge des retraités actifs, donc c'est-à-dire à partir de 60 ans. Et les personnes hébergées ou les personnes sans domicile, qui ont, comme on vient de le voir, une espérance de vie de 50 et 55 ans, du coup, elles n'entrent pas dans cette catégorie d'intérêt. Pourtant, elles aussi, elles vieillissent. Si on vient... Ah ouais, j'avais avancé un peu trop vite. Si on vient de voir qu'elles meurent prématurément, en fait, elles vieillissent aussi prématurément, ces personnes. Elles cumulent une double vulnérabilité, d'une part celle de la précarité, et d'autre part celle du vieillissement et de la perte d'autonomie. Et la situation de précarité, notamment les conditions de vie présentes ou passées, accélère en fait le processus de vieillissement. Ça entraîne une usure des corps qui connaissent alors un vieillissement prématuré. Et ce vieillissement, il se manifeste par des pathologies aiguës ou chroniques et aussi par une perte d'autonomie qui, du coup, apparaissent à un âge plus précoce que dans la population générale. Face à l'absence de solutions sociales et médicales, ce vieillissement prématuré, il accroît en fait la situation de précarité des personnes et les installe du coup dans un cercle vicieux au sein duquel précarité et vieillissement prématuré s'entretiennent l'un l'autre. Le secteur de la lutte contre les exclusions rencontre des difficultés pour accompagner ces publics. Les accompagnements proposés dans les dispositifs d'hébergement et d'insertion actuels, s'ils sont adaptés aux personnes en situation de précarité, ne le sont pas du tout pour un public vieillissant.
Ce public en situation de perte d'autonomie nécessiterait par exemple une présence médicale ou médico-sociale permanente sur les lieux de vie pour pouvoir prévenir les risques de chute, offrir une aide dans les tâches quotidiennes ou assurer une surveillance médicale H24, quoi. Les politiques publiques destinées aux personnes âgées ne sont, elles non plus, pas adaptées. Les professionnels, déjà, ne sont pas formés à la prise en charge d'un public en situation de précarité et d'exclusion. Et les politiques de l'autonomie utilisent l'âge comme critère d'éligibilité. Ça veut dire qu'il faut avoir 60 ans minimum pour pouvoir bénéficier de certaines aides financières, de prestations ou de dispositifs. Or, on l'a vu, les personnes en situation de précarité peuvent présenter des signes cliniques ou des signes sociaux imputables au vieillissement avant cet âge barrière. Ainsi, ni le secteur de la lutte contre les exclusions, ni le secteur personnes âgées ne sont adaptés pour accompagner ce public. En raison, du coup, pour le premier, de la dégradation de son état de santé, qui est imputable au vieillissement, qui, du fait de la précarité, est prématuré, et en raison, pour le second, de la pratique d'une police des âges qui organise les politiques publiques et catégorise leurs ayants droit. Du coup, les personnes vieillissantes en situation de précarité sont victimes d'une double exclusion en raison de leur précarité, mais aussi en raison de leur âge. Face aux inquiétudes grandissantes de ses adhérents, la FAS Bretagne a mené une enquête qualitative durant 1 an qui portait donc sur le vieillissement des personnes en situation de précarité, au moyen, dans un premier temps, d'une enquête par questionnaire, puis dans un second temps, c'est Marina Vigneault, qui était apprentie chez nous, qui a réalisé des entretiens avec des personnes concernées, avec des professionnels, mais aussi des entretiens collectifs et des périodes d'observation sur des structures pour voir un peu comment ça se passait. Ce travail a permis de définir ce que sont le vieillissement et le vieillissement prématuré, d'identifier leurs conséquences tant sur le secteur social que sur les structures d'accueil, mais aussi les professionnels et les personnes concernées, d'identifier différentes trajectoires de fin de vie et de s'apercevoir qu'en l'absence de solutions adaptées, la gestion de la fin de vie, elle incombe actuellement et contre toute attente au secteur social, et d'identifier les différents freins d'accès aux structures de droit commun du secteur personnes âgées. Tout ça, j'étais pas synchro. Tout ça, ça a permis de dresser 19 préconisations et pour pouvoir permettre une réelle prise en compte de ce vieillissement des personnes en situation de précarité et développer des solutions pour leur garantir un accompagnement digne. Du coup, c'est une partie de ces travaux que je vais vous présenter. Bon, il est un peu bas le micro, du coup, et une partie de ces préconisations. Pour comprendre la complexité de la prise en charge des personnes en situation de précarité et vieillissant prématurément ou non, on va utiliser un idéal type. C'est un outil, si on peut juste le remonter de genre 2 cm. Merci, c'est bon. Du coup, l'idéal type, c'est un outil, un espèce de portrait théorique qui va permettre de dresser de manière rapide et synthétique les enjeux et les conséquences de l'accompagnement des personnes concernées. Et on va appeler cet idéal type Monsieur Incasable. Donc Monsieur Incasable, c'est un homme de 57 ans qui est hébergé depuis 6 ans sur un CHRS. Il présente des addictions aux toxiques, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle plutôt des drogues dures, une perte de capacité fonctionnelle cognitive et un symptôme, l'acathysie. L'acathysie, en fait, c'est une impossibilité pour la personne de rester immobile. En gros, Monsieur Incasable, il a toujours besoin de bouger ses jambes, ses membres inférieurs. Les professionnels du CHRS le définissent comme une personne présentant un vieillissement prématuré du fait du décalage entre son âge et son état de santé. Et physiquement, il fait effectivement plus que son âge. Il se déplace avec des béquilles, il lui manque de nombreuses dents. Il n'a presque plus de cheveux et son visage présente de nombreuses rides. L'accompagnement de Monsieur Incasable est qualifié par les professionnels de chronophage. Du fait de sa perte de capacité fonctionnelle et cognitive, il n'est plus en capacité de se rendre sur ses rendez-vous médicaux, ni même de se souvenir s'il en a. Il vient régulièrement solliciter les professionnels dans leur bureau, que ce soit pour leur demander de manière répétée une information, ou bien pour briser sa solitude. Il demande donc un temps plus conséquent d'accompagnement que toutes les autres personnes qui sont hébergées sur le CHRS. Son accompagnement engendre pour les professionnels des structures un dépassement de leur mission et les amène aussi à mettre en place des formes de bricolage.
Dans cette enquête, 61% des professionnels déclarent être contraints par le vieillissement prématuré des personnes qu'ils ou elles accompagnent de réaliser des dépassements de leur mission. Ce qui signifie qu'ils sont amenés en fait à réaliser des tâches qui ne relèvent pas du tout de leur fonction. C'est le cas par exemple lorsque les travailleurs sociaux doivent réaliser des tâches dites de soins nursing, telles que aider les personnes à s'habiller, changer des protections d'incontinence ou aider les personnes à faire leurs toilettes. Comme le montrait déjà Charlotte Dubowetsky dans son étude sur les pensions de famille, avec le vieillissement prématuré des personnes, le travail social passe du registre de l'empowerment à celui du care. Et ce dépassement dans les missions questionne les équipes sur la limite à ne pas franchir dans leur exercice et dans leurs fonctions, et induit une remise en cause de leur identité professionnelle. Les professionnels du secteur social sont également contraints de réaliser, faute de solutions adaptées, ce qu'ils appellent du bricolage, c'est-à-dire des pas de côté vis-à-vis de la procédure d'accompagnement habituelle pour assurer la survie des personnes concernées ou alors des conditions de vie les moins indignes possibles. Même s'ils peuvent faire appel à des partenaires extérieurs pour mettre en place des étayages, comme des passages infirmiers ou des portages de repas, ceux-ci se révèlent souvent insuffisants. Les professionnels sont alors contraints de déroger au règlement ou au fonctionnement des différents dispositifs, par exemple en faisant en sorte qu'un infirmier qui est présent, qui travaille dans un autre service de la même association puisse venir prendre en charge l'aide à la toilette d'une personne, ou en convenant d'un accueil en continu d'une personne sur un dispositif qui est censé de base être temporaire pour permettre le passage d'un infirmier libéral ou éviter que la personne retourne à la rue et y décède. Dans le cas de Monsieur Incasable, ces formes de bricolage s'expriment par une flexibilité dans l'application du règlement intérieur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il présentait des addictions aux toxiques, qu'il consomme dans sa chambre, et pour ça, en fait, pour ne pas se faire attraper, il met une chaussette sur le détecteur de fumée. Du coup, ça peut déclencher des incendies. Et ces comportements et les dangers qu'il fait porter au collectif représentent normalement des motifs valables pour une rupture de contrat de séjour, mais ce qui mettrait fin à l'accompagnement de Monsieur Incasable. Et du coup, les professionnels qui ont conscience que s'il n'est plus pris en charge sur le CHRS, il retourne à la rue et il y décède, du coup, ils s'arrangent avec le règlement pour faire en sorte qu'il puisse rester sur le CHRS. Ce dernier exemple montre comment l'accompagnement de Monsieur Incasable peut mettre en danger aussi le collectif de résidents. C'est également le cas, par exemple, lorsque des personnes en pension de famille ont des troubles cognitifs et partent de chez elles en laissant une casserole sur le feu et déclenchent un incendie dans la pension de famille. Monsieur Incasable se trouve aussi en errance médicale. Il présente un symptôme, la chathysie, qui peut être due à différentes causes, comme des effets secondaires des traitements neuroleptiques, à la maladie de Parkinson ou au syndrome des jambes sans repos. Et il rencontre de grandes difficultés dans la mise en place d'un parcours de soins, que ce soit au niveau des services de psychiatrie, d'addictologie ou de neurologie, puisque ceux-ci se redirigent mutuellement Monsieur Incasable les uns vers les autres. Chaque service estime en fait qu'il relève d'un autre de ces trois services. Ce jeu de ping-pong entre les spécialités, qui résulte en une absence de prise en charge des personnes concernées, est un réel frein à la pose d'un diagnostic. En 2016, Charlotte Dubowetsky illustrait parfaitement cette problématique rencontrée par les personnes concernées par la précarité. Elle nous disait « Si, au quotidien, le traitement des personnes en précarité ressemble à un véritable jeu de ping-pong entre les différents interlocuteurs, l'avancée en âge ne paraît pas améliorer les choses. Partagés entre le financement de l'État contre l'exclusion, ceux des départements pour l'accompagnement social et enfin ceux de la sécurité sociale concernant les soins, ces situations sont renvoyées dans un no man's land administratif. » Du fait de son errance médicale, de ses problèmes d'addiction et de son vieillissement prématuré, M. Incasable ne se voit accepté dans aucune structure de droit commun, qu'elle soit du secteur du handicap ou personnes âgées. 81% des professionnels interrogés déclarent avoir déjà rencontré des difficultés d'orientation des personnes concernées vers des structures adaptées à leurs besoins. Ça fait de l'orientation des personnes concernées l'une de leurs principales difficultés. Dans 24% des cas en vert, ce sont les personnes concernées qui refusent d'intégrer un établissement pour personnes âgées, principalement parce qu'elles ne veulent pas déménager dans une autre ville que dans celle où elles ont créé des liens sociaux, ou parce qu'elles ne souhaitent pas vivre avec des personnes plus âgées qu'elles. En effet, il faut savoir que dans les EHPAD en Bretagne, moins de 5% des résidents ont moins de 70 ans et moins de 1% ont moins de 60 ans.
Le deuxième frein majeur pour les personnes est d'ordre financier. Elles sont de fait trop jeunes pour pouvoir prétendre à certaines aides financières qui pourraient permettre de financer une place en hébergement pour personnes âgées, puisque du coup ces aides sont aussi destinées aux personnes qui ont plus de 60 ans. Dans 64% des cas, la raison de l'échec de l'orientation dans un établissement pour personnes âgées réside dans un refus de la part de la structure d'accueil. Et ces refus sont de différents ordres. Certains sont d'ordre systémique. C'est le cas, par exemple, lorsque les établissements refusent les personnes en raison de leur âge ou de leurs trop faibles ressources financières, ou bien lorsque les établissements manquent de places disponibles. Et d'autres raisons sont d'ordre discriminatoire. C'est le cas, par exemple, lorsque les établissements refusent les personnes concernées en raison de leurs troubles de santé mentale ou bien de leurs troubles d'addiction, qui, soit dit en passant, est la réponse qui sort la plus souvent. Tous ces éléments, le dépassement des missions, les bricolages, l'errance médicale, la mise en danger du collectif, induisent une usure professionnelle des salariés du secteur de la HIL. L'ajout de contraintes liées à l'accompagnement des personnes en situation de précarité et vieillissantes, à celles déjà inhérentes à leur profession, initie ou accentue la souffrance professionnelle déjà ressentie dans ce secteur qui est en crise. Ces nouvelles tâches pour lesquelles les professionnels du social ne sont initialement pas formés induisent un épuisement de ces derniers, outre parce qu'elles sont physiques, mais également parce qu'elles nécessitent un temps important qui n'est pas prévu dans les moyens RH dont disposent les structures. De plus, les personnes concernées restent sur les structures pour des séjours de plus longue durée que ce que prévoit la réglementation, voire elles y restent jusqu'à leur décès. Et l'enquête de la phase des Pays de la Loire montrait que 60% des structures enquêtées constataient un allongement des durées de séjour de ces personnes en raison de l'absence de perspective de sortie. Et du coup, logiquement, cela a pour conséquence de freiner les entrées des nouvelles personnes, et ça soulève de nombreuses questions éthiques chez les professionnels. Ces accompagnements induisent un profond mal-être chez les professionnels qui se trouvent démunis face à des situations complexes, mais néanmoins de plus en plus fréquentes dans leur quotidien. Et ils se voient dans l'incapacité d'offrir à ces personnes l'accompagnement dont elles auraient besoin et ont le sentiment de ne pouvoir offrir qu'un accompagnement dégradé et insécurisé. L'enquête a montré que tous les types de dispositifs du secteur de la HIL et sur les différentes structures d'hébergement-logement, le nombre de personnes définies en situation de vieillissement prématuré par les professionnels représente entre 5 et 78% des personnes accompagnées selon le dispositif. Et si on fait la moyenne, on trouve une moyenne qui s'approche des 23% des personnes accompagnées. Et du coup, ce chiffre n'est pas négligeable parce que ça voudrait dire qu'en Bretagne, il y aurait près d'un quart des personnes accompagnées par le secteur qui seraient en situation de vieillissement prématuré. Ces personnes rencontrent un certain nombre de difficultés. Parmi les plus importantes se trouvent des problèmes de cognition, un isolement social et la perte d'autonomie dans les gestes quotidiens comme faire sa toilette, pouvoir s'alimenter tout seul ou se lever, se coucher. Viennent ensuite les difficultés à se déplacer en raison d'une perte de mobilité ou alors d'un défaut d'accessibilité de la structure, des pertes d'équilibre et des chutes, puis des difficultés d'observance des traitements et enfin des problématiques d'incontinence. Si l'accompagnement impacte par les adaptations qu'il oblige les structures du secteur de la HIL et la bonne santé au travail des professionnels, il s'avère qu'il a également des conséquences sur les parcours des personnes en impactant notamment leur orientation vers des dispositifs qui pourraient répondre à leurs besoins. Les politiques publiques de la vieillesse fixent leurs critères d'éligibilité à l'âge de 60 ans. Cet âge charnière permet de définir si les personnes demandeuses d'aide sociale dépendent des politiques du handicap, donc avant 60 ans, ou bien si elles relèvent des politiques de la vieillesse, après 60 ans. Cela signifierait que les personnes en situation de précarité qui présentent un vieillissement prématuré avant 60 ans relèveraient du secteur du handicap, tandis que celles qui ont franchi cet âge barrière pourraient prétendre au service personnes âgées. En théorie, que ce soit dans l'un ou l'autre de ces deux secteurs, la prise en charge devrait être garantie. Cependant, la réalité montre que la situation est beaucoup plus complexe que ce que la théorie le laisse entendre. Le secteur du handicap est destiné donc aux adultes de moins de 60 ans, présentant plus ou moins d'autonomie selon le dispositif dont il recouvre.
L'âge moyen des résidents de ce secteur est concentré sur les âges intermédiaires de la vie, donc autour de 45-50 ans. Et l'enquête de terrain a montré que les établissements étaient réticents à accueillir les personnes dont l'âge s'approchait de l'âge barrière des 60 ans. Du coup, elles sont considérées comme trop âgées pour intégrer le secteur du handicap. Du côté des établissements pour personnes âgées, l'enquête EPA menée par l'adresse en 2019 montrait que l'âge moyen des résidents d'EHPAD est d'un peu plus de 86 ans. En région bretonne, comme je vous le disais tout à l'heure, du coup, les résidents d'EHPAD présentent des âges majoritairement élevés, puisque 5% ont moins de 70 ans et 0,7% ont moins de 60 ans. Donc les personnes en situation de précarité et vieillissant prématurément se trouvent dans la tranche d'âge la moins représentée dans les EHPAD et sont donc considérées là comme trop jeunes pour intégrer le secteur personnes âgées. Des entrées en établissement peuvent être faites avant cet âge barrière, mais sur dérogation et à condition de justifier d'un taux d'incapacité de 80% qui est reconnu, lui, avant l'âge de 65 ans. Donc c'est quand même limitant. De plus, en situation de précarité, elles n'ont pas les moyens de financer une place en EHPAD qui représente un coût moyen en Bretagne de 2050 € par mois. Une demande d'aide sociale à l'hébergement peut être réalisée. Elle va payer la différence entre le montant des frais d'hébergement et ce que peut payer la personne ou ses obligés alimentaires, c'est-à-dire ses proches. Cependant, déjà, il faut avoir plus de 65 ans pour demander la SH, pour y avoir droit. Et les personnes concernées sont souvent en rupture familiale, donc en fait, elles ne peuvent pas avoir recours à leurs obligés alimentaires ou leurs proches. Ainsi, la situation économique et l'âge des personnes en situation de précarité et vieillissantes sont autant de freins à leur accès aux structures médico-sociales de droit commun. Mais ce n'est pas tout. Le cadre normatif de l'EHPAD peut également être mal vécu par ces personnes. Charlotte Dubowetsky montrait dans son enquête, toujours auprès des résidents d'une pension de famille, que le cadre normatif des institutions médico-sociales empêchait les personnes concernées de s'y projeter, puisque ça nécessiterait l'adaptation à de nouvelles règles, à de nouvelles normes dont ils sont éloignés depuis longtemps. S'ajoutent aussi des comportements et des habitudes de vie considérées comme déviantes des normes des établissements, que ce soit du secteur handicap ou personnes âgées, comme la consommation d'alcool ou de tabac, avoir la liberté d'aller et venir, avoir la possibilité de s'absenter de l'établissement, pouvoir vivre avec son animal de compagnie ou encore avoir la possibilité de faire ses propres courses et de cuisiner dans sa chambre. On voit bien avec ces multiples exemples comment le public en situation de grande précarité peut alors transgresser les codes normatifs de ces établissements. Ainsi, ces publics se trouvent être trop âgés pour les structures médico-sociales relevant du handicap, trop jeunes pour intégrer les structures du secteur personnes âgées, trop pauvres pour assumer les coûts d'hébergement de ces structures, trop isolés pour pouvoir prétendre à la solidarité familiale de leurs proches et considérés comme trop déviantes à la norme de ces établissements pour pouvoir espérer y avoir une place et y être intégrés. Mais si ces publics sont éloignés, voire exclus de ces structures, c'est aussi et surtout parce qu'en fait, ces dernières ne sont pas adaptées à leurs spécificités. Donc, après cet état des lieux non exhaustif, on est en droit de se demander est-ce qu'il existe alors des solutions ou des pistes d'action pour améliorer la prise en charge de ce public qui est en situation de précarité et qui vieillit, que ce soit prématurément ou non. Tout au long de ce travail d'enquête, on a vu que le cloisonnement des pratiques sociales et des pratiques sanitaires et médico-sociales, ainsi que le manque de connaissances respectives de ces secteurs, ressortait comme un frein majeur à la prise en charge de ce public, puisqu'il empêche un travail pluriprofessionnel et coordonné. Non seulement ces secteurs peinent à travailler ensemble, mais ils se connaissent mal l'un l'autre. 65% des professionnels du champ social enquêtés ont déclaré n'avoir pas du tout de liens partenariaux avec le secteur personnes âgées. Et les acteurs du champ sanitaire et personnes âgées ont une méconnaissance de la situation sociale des personnes, des dispositifs et des ressources du champ social sur leur territoire. Ce manque d'interconnaissance, de communication et de coopération des différents secteurs était déjà relevé dans le rapport de l'Observatoire national de la fin de vie en 2014, puis par la DIAL en 2015, puis par la FAS nationale en 2022, puis la FAS des Pays de la Loire en 2023, l'année dernière par l'UNIOPS, cette année par notre enquête. Il est la résultante de la construction des politiques publiques de manière indépendante les unes des autres, et cette construction en silo induit un cloisonnement des différents secteurs, provoquant à son tour une prise en charge des personnes concernées en silo, et donc un parcours de soins morcelé qui fait que les personnes ne trouvent au final leur place nulle part.
Il est donc primordial de travailler cette interconnaissance locale dans chaque territoire afin de favoriser un travail décloisonné, interdisciplinaire et coordonné. Il serait alors intéressant de développer des stages croisés ou des formations interdisciplinaires permettant de réunir sur un même territoire acteurs du social, acteurs de la santé et du champ personnes âgées. 97% des personnes enquêtées, des professionnels enquêtés, déclarent nécessaire d'inclure des professionnels de la santé dans les structures sociales pour pallier l'absence de solutions pour le public vieillissant. Les répondants affirment qu'un temps médical en structure sociale, et notamment d'hébergement, permet d'améliorer l'accompagnement des personnes, de prévenir la dégradation de leur état de santé, d'accompagner physiquement les personnes à leurs rendez-vous médicaux, de développer des partenariats ou des liens de coopération avec les acteurs de la santé ou du secteur personnes âgées, de réinscrire les personnes dans un parcours de soins, de débloquer des situations grâce à un échange facilité avec les acteurs de la santé et de travailler en pluridisciplinarité. En somme, les infirmiers et infirmières qui sont inclus dans les équipes des structures d'hébergement-logement assurent pour tout ou partie les fonctions de médiation en santé et de coordination des soins. Il paraît alors important que les institutions ayant autorité en la matière considèrent de près les bénéfices de tels postes au sein des équipes professionnelles du secteur de la HIL et donnent les moyens aux structures de recruter un temps médical, à minima infirmier ou de médiateur en santé, au sein des équipes. Mais si on peut faire évoluer le secteur de la HIL, on peut aussi faire évoluer le secteur personnes âgées. Il existe à Paris, Nantes, Caen, Lyon et Grenoble des dispositifs qui facilitent l'orientation des personnes hébergées dans le secteur social vers les établissements spécialisés dans la prise en charge de personnes en perte d'autonomie. C'est l'émission Interface et ce sera l'objet de la table ronde de tout à l'heure. Mais rapidement, leur mission consiste à faire le lien avec les structures de droit commun pour personnes âgées du territoire. Elles préparent et accompagnent l'accueil des personnes concernées dans ces établissements, tant en travaillant l'adhésion des personnes qu'en levant les réticences qu'il pourrait y avoir du côté des professionnels. Il serait alors hyper pertinent de créer une mission interface en Bretagne en dotant chacun des départements bretons d'un coordinateur. Cependant, cela ne saurait suffire pour orienter vers les établissements pour personnes âgées l'entièreté des personnes en situation de précarité qui le nécessiteraient. Il faut que ces établissements puissent les accueillir et les accueillir dans de bonnes conditions. Une étude menée sur l'EHPAD François Ier, dont 60% des résidents sont issus de la précarité, nous apporte 2 enseignements. Tout d'abord, l'intégration d'un éducateur ou d'une éducatrice spécialisée dans les équipes soignantes des EHPAD permet de faciliter l'inclusion des personnes en situation de précarité au sein du groupe de résidents et facilite leur adaptation à ce nouvel environnement. Cela permet de construire un lien de confiance entre le public et l'institution, de négocier des ajustements auprès des 2 parties pour que le séjour se déroule au mieux, de travailler les situations sociales des personnes, d'amener petit à petit les personnes vers le collectif, vers la vie collective, de soulager les autres professionnels de l'équipe ou encore de travailler la gestion des addictions avec les personnes concernées. Cette étude a montré aussi que l'inclusion d'au moins 10% de résidents ayant connu une situation de précarité au sein du groupe de résidents de l'EHPAD facilite leur intégration au sein de ce groupe et permet une bonne cohabitation entre ces derniers et les résidents non précaires. A l'inverse, une inclusion d'une proportion moins importante conduit à leur auto-exclusion et met en difficulté les équipes de professionnels. Du coup, il paraît nécessaire d'intégrer des travailleurs sociaux au sein des EHPAD bretons et de veiller à ce que ces établissements acceptent au moins 10% de personnes issues de la grande précarité. Certaines personnes hébergées ou logées dans le secteur de la HIL souhaitent, comme un grand nombre de personnes dans la population générale, finir leur jour dans le lieu qu'elles considèrent comme leur chez-soi. Il existe de nombreux dispositifs de soins ou d'aide à domicile promus par le virage domiciliaire des politiques publiques de l'autonomie qui ont pour but de maintenir à domicile les personnes âgées. Cependant, l'enquête a révélé que les populations en situation de précarité sont souvent exclues de ces dispositifs par manque de place dans ces derniers, par méconnaissance des publics ou encore par priorisation d'un public en logement personnel plutôt qu'en hébergement. Il convient alors de permettre une intervention effective de ces dispositifs auprès des publics en situation de précarité, déjà en inscrivant dans leur champ d'intervention les structures d'hébergement-logement du secteur de la HIL, voire carrément tous les lieux de vie informels des personnes, à l'image de ce que peuvent faire les ESIP, les équipes spécialisées de soins infirmiers précarité, mais aussi en augmentant leurs moyens RH et financiers et en formant les professionnels de ces équipes à la grande précarité. La plupart de ces dispositifs s'adressent à des personnes à minima âgées de 60 ans.
excluant de fait une partie de la population en situation de précarité, celle qui vieillit prématurément. Il convient alors de permettre l'accès à ces dispositifs à toute personne qui en présente le besoin, par exemple en conditionnant cet accès sur un critère de perte d'autonomie plutôt que sur un critère d'âge. Et enfin, il serait intéressant de doter tous les territoires bretons des dispositifs qui peuvent se déplacer sur les lieux de vie des personnes. Et pour finir, on peut conclure que la problématique de la prise en charge des personnes en situation de précarité qui vieillissent prématurément ou non doit maintenant être prise en compte par les politiques publiques, et ce, de manière urgente. Il existe une opposition entre deux approches de politique publique de soutien à l'autonomie. L'approche causaliste, qui est fondée sur le principe d'une réponse variable selon la raison du besoin de soutien à l'autonomie, donc dans notre cas l'avancée en âge, et une approche finaliste, qui vise quant à elle à répondre à ce besoin, quelle qu'en soit la cause. C'est l'approche causaliste qui est utilisée en France, mais aussi en Belgique et au Japon. Ils sont alors appliqués une différenciation des politiques d'autonomie selon l'âge, c'est-à-dire qu'il faut avoir 65 ans en Belgique et au Japon pour pouvoir en bénéficier, et 60 ans en France. L'approche finaliste, qui est adoptée par d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie ou la Suède, utilise une entrée par les besoins de la personne et repose sur l'idée que si l'incapacité amène à la perte d'autonomie, c'est que l'environnement humain, social et matériel n'est pas adapté au vieillissement des personnes. C'est donc à la société de s'adapter pour que les personnes exercent leur droit à vivre de façon autonome, dans la dignité et le bien-être. Ainsi, les dispositifs de soutien à l'autonomie s'adressent à toute personne qui en a besoin, quel que soit son âge. Il apparaît alors pertinent de s'inspirer de l'approche finaliste de ces pays en supprimant l'âge barrière des 60 ans comme critère d'accès à l'action publique portant sur l'autonomie et à la place de proposer une action publique proportionnelle au degré de perte d'autonomie, rendant ainsi ces politiques publiques accessibles à toutes et tous en fonction des besoins de chacun. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Oui, bonjour. Du coup, la question qui se pose malheureusement... Ah oui, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, oui, Vincent Pajot, je suis travailleur social à Concarneau, CCAS. Et je travaille dans une pension de famille. Donc avec les problématiques de vieillissement de l'âge, en logement, adapté, en théorie le plus adapté possible. Et je voulais revenir sur la question... sur les pistes d'action et bien sûr changer de paradigme, passer du causalisme au finalisme. Donc ça veut dire rencontrer et prendre en compte qu'il y a un coût, et un coût que la société française doit porter, qui se décline en effet de l'État jusqu'aux collectivités. Je travaille dans un CCAS. Donc une structure qui est gérée par une municipalité qui a déjà de gros problématiques de faire face aux surcoûts. Et dans le social, c'est pas des moindres. Voilà. Donc la question c'est comment trouver les arbres, les moyens. Les moyens, voilà. Changer de gouvernement, peut-être, je sais pas. Non, ça c'est du coup, ce sera décidé au niveau de l'État. Donc après, on peut aussi se dire que c'est toujours une histoire de prévention, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des coûts évités si ces personnes sont mieux prises en charge, et du coup ça fait moins de coûts aux urgences, moins de coûts même peut-être au niveau de la justice, moins d'intervention des pompiers, moins d'intervention de la police. Malheureusement c'est très dur de faire une étude des coûts évités, du coup on l'a pas faite. Mais oui, je pense que le coût que ça représenterait, ça pourrait potentiellement être rattrapé ailleurs, en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'État qui veulent répondre à cette question. Répondre, je ne suis pas sûre qu'on réussisse les uns les autres. Maintenant, je rejoins en tant que collectivité, mais toute collectivité, y compris l'État, aujourd'hui... vous le savez, il y a une nécessité de réduire nos budgets publics. Maintenant, les choix qui seront faits en région et en département, hélas, ne nous appartiennent pas. Ça va être de déterminer dans les prochaines années les grandes priorités que l'État souhaite donner en direction de sa population. Et ça, aujourd'hui, je ne suis pas, au niveau auquel je me place, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Le Premier ministre réunit l'ensemble des préfets demain
très certainement pour leur donner aussi des orientations sur la feuille de route 2026. Je ne déborderai pas d'optimisme quant à nos futurs financements. Pour autant, je suis persuadée aussi qu'on peut continuer à travailler, à anticiper et à vous accompagner, y compris financièrement, parce que je crois que tout n'est quand même pas si noir. Il y a encore des choses qu'on est en capacité d'accompagner et de développer. Et l'objectif, c'est peut-être de partager ensemble le changement de braquet qu'on doit faire pour pouvoir, une fois que les financements, ou aller chercher les financements, ou une fois que les financements seront là, avoir déjà anticipé pour pouvoir les capter. Mais peut-être que mon collègue de l'ARS souhaite... Pour compléter, mais sans reprendre ce qui vient d'être dit, c'est peut-être aussi les objets de transformation que ça présuppose. C'est-à-dire que parfois, on peut réussir sur la mobilisation de crédits ou de budget à pouvoir en fait en faire une affectation nouvelle ou différente qui répond à des enjeux de ce type-là. Donc c'est ça qui est aussi important dans les travaux qui sont présentés ou dans ce que vous dites. C'est comment on peut parfois réussir à repenser quelque chose en essayant de le repenser avec des budgets qui sont repriorisés, ce que vient de dire la commissaire à la lutte contre la pauvreté. Donc il faut qu'on ait aussi ça à l'esprit. Et puis l'autre intention, mais vous la verrez aussi, c'est des sujets qu'on a ici, là en Bretagne. Ça a été dit par Émilie, c'est des sujets d'attention qui ont été faits dans d'autres régions, dans d'autres cadres. C'est aussi notre rôle de remonter ces sujets-là aussi auprès, par exemple, de la CNSA, de la DIAL qui a été citée, un certain nombre de structures qui sont plutôt au niveau national, qui, elles, ont la capacité aussi, à ce que disait Claire Muzelec, à proposer des modèles de financement ou des priorités de financement. Donc c'est aussi ce circuit-là qu'il faut aujourd'hui mobiliser pour trouver, ce que tu disais, Claire, des financements nouveaux en fait sur ces sujets-là. Super, merci. Je vais bien m'exprimer en tant qu'élue départementale. Donc je suis Madame Quillan, donc élue départementale donc en charge de la prévention de la perte d'autonomie, et on vient justement donc de voter donc le programme coordonné des actions collectives de prévention de la perte d'autonomie. Et ce que je vais vous dire, puisque vous avez démontré effectivement concernant les incasables, ça s'adresse effectivement au public de plus de 60 ans. Alors nous, on a fait une petite dérogation pour les personnes à partir de 55 ans, les personnes en situation de handicap, parce qu'il y a aussi un angle mort. Et donc, alors bien sûr, on va veiller effectivement à aller chercher les personnes qui en ont vraiment le plus besoin, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent à 60 ans, déjà bien sûr, qui sont vieillies par la précarité, mais en même temps qui ne se sont jamais inscrits évidemment dans ces postures de prévention de la perte d'autonomie parce qu'elles ne savaient pas, parce qu'elles étaient loin de tout. Et donc on va y veiller. Dans notre politique, on va y veiller à aller les chercher, mais on sait bien qu'on a 2 millions de la CNSA, donc c'est vrai que c'est vite dépensé. Voilà. Mais c'est pour vous dire, effectivement, il y a vraiment les incasables. On a longtemps parlé, effectivement, dans le champ de l'enfance des incasables, mais là, on se retrouve effectivement avec des personnes incasables aussi. Voilà, c'était plus un témoignage. Merci. Bonjour, Pierre-Yves au Petit Frère des Pauvres. En introduction, vous avez cité, Claire Muzelec-Cabouche, deux points qui ont retenu mon attention. Le premier, c'était l'idée de vieillir en dignité et en respect. Et l'autre idée, c'était de pouvoir s'inscrire dans l'évolution de l'offre. On voit qu'effectivement, on est sur une Bretagne très vieillissante. Les schémas de l'autonomie des départements prévoient effectivement de pouvoir essayer d'adapter les réponses au vieillissement des personnes, notamment par le développement d'habitats inclusifs. On voit qu'effectivement, c'est des réponses qui sont de plus en plus privilégiées sur les quatre départements bretons. Ce qui est intéressant dans ces habitats, alors ils sont généralistes de droit commun, ils ne sont pas spécifiques aux personnes en situation de précarité. Alors peut-être une étude d'opportunité pourrait permettre de voir comment est-ce qu'on peut répondre vraiment très spécifiquement aux besoins de ces personnes. Ce qui est intéressant dans ces dispositifs, c'est qu'on est sur une offre peut-être un peu médiane par rapport au maintien à domicile. Ce sont des personnes qui sont très isolées et à l'établissement. Du coup, avec un cadre, tu évoquais le cadre normatif, Émilie, mais un cadre normatif qui va plutôt prendre en compte les besoins de chacun et avoir un fonctionnement collectif qui est très adapté. Si on prend effectivement le parti des repas dans sa chambre, tels qu'on les connaît en établissement, en habitat inclusif, on est plutôt à inciter les personnes à se présenter sur le collectif pour prendre le repas ensemble,
ou en tout cas de s'adapter à l'horaire où la personne souhaite prendre son repas. Donc on a des adaptations qui sont intéressantes avec ce dispositif-là, qui sont plutôt souples, qui peuvent être adaptées et qui pourraient présenter aussi une piste d'amélioration, une piste de solution pour la suite. Avec des professionnels du soin à proximité, quoi. Il est présent 24 sur 24, pardon. En habitat inclusif, il y a une présence 24 sur 24 ce n'est pas des soignants, on est plutôt sur des personnes d'accompagnement au quotidien, mais il y a une présence très régulière d'infirmiers et de médecins. Bonjour, Bérangère Grisoni, Fédération Santé Habitat. Ça peut être une solution intermédiaire, et je pense notamment à Montpellier où ça se fait avec les ACT hors les murs qui interviennent auprès des pensions de famille. Il y a des conventions, donc ça peut être une piste. Et puis je change de casquette, je prends la casquette du collectif Les Morts de la Rue que je préside. On parle des coûts, le changement de braquet. Quand on fait des études dans l'enquête épidémiologique annuelle et qu'on fait une étude et qu'on demande aux pensions de famille également de nous remonter les décès, ils gagnent 10 ans d'espérance de vie au décès, donc c'est encore très bas, environ 58 ans, 60 ans, mais c'est aussi un plaidoyer pour sortir les personnes vivantes de la rue le plus rapidement possible. Merci. Merci pour votre étude. Marie-Elisabeth de Cosson, je suis sociologue et formatrice à Scoria, École en travail social. Vous avez focalisé votre présentation avec M. Incazab qui vient de la rue, qui est effectivement un des publics cibles des grands précaires. Est-ce que vous avez pu en amont quantifier le nombre de personnes concernées quand on croise les différents rapports, les gens à la rue qui sont difficiles à quantifier? On sait que les populations en quartier politique de la ville vieillissent aussi. Pour bien connaître le milieu rural, il y a aussi pas mal de précaires à domicile en rural avec des toutes petites pensions. Est-ce qu'on a chiffrage? Voilà, c'était un peu... Non, oui, nous, on a fait cette étude vraiment auprès des structures adhérentes par facilité. Et puis, voilà, parce qu'on avait une apprentie qui était dessus juste 1 an, quoi. Mais effectivement, ça serait hyper intéressant d'aller voir en fait toutes les personnes qui ne sont pas captées par les structures du secteur. Ouais. Il y a Aurélie qui veut... Aurélie, déléguée CRPA de Côte-d'Armor. Bonjour. En fait, on pense aux personnes âgées. On essaie de leur trouver des hébergements pour l'hiver parce qu'il fait très froid. Mais là, avec le réchauffement climatique, il va falloir penser aussi à les abriter pour l'été. Et du coup, est-ce que vous pensez à tout ça? Oui, et pas que les personnes âgées d'ailleurs, en fait. Même toutes les personnes qui n'ont pas forcément de toit, il faudrait pouvoir les héberger en fait toute l'année, hein, pas que l'hiver et pas que l'été. Mais oui, la FAS pense à ça, mais la FAS a besoin de moyens, du coup. Bonjour, du coup je m'appelle Anne Leprêtre et je suis infirmière libérale, moi je suis professionnelle de santé et j'ai travaillé près de 15 ans à l'hôpital public. Et du coup je m'interrogeais sur la lecture que vous aviez, un peu comme s'il y avait une discrimination de la part des professionnels de santé ou en tout cas des structures sanitaires pour l'accueil de ces personnes. Voilà, parce que moi pour avoir travaillé aux urgences ou en neurologie neurovasculaire, des personnes qui passaient via les urgences, via le SAMU, et qui étaient en situation de grande précarité, on les accueillait en fait. Oui, mais sur les urgences, pas dans les hébergements pour personnes âgées ou personnes en perte d'autonomie. Alors moi après, j'ai travaillé également en USLD et par le biais sur les EHPAD publics et sur les unités de soins de longue durée, à partir du moment où l'équipe médicale et les travailleurs sociaux ont fait une demande, elle est étudiée, la demande, et après, il se trouve aussi que le secteur du grand âge a des grosses difficultés également
avec moi, pour avoir travaillé en UHCLD, sur les dernières années, il y avait eu des lits de gérontopsychiatrie qui ont été ouverts, mais sinon, pour une infirmière, c'était 27 à 30 patients par infirmière. Donc en fait, vous avez beaucoup de situations de précarité familiale, isolement social, et en fait, c'est aussi, peut-être aussi, enfin, je me pose la question, est-ce que de la part des équipes encadrantes et de direction, le fait peut-être de refuser des personnes avec trop de complexité, c'est aussi de ne pas remettre encore plus en difficulté des équipes qui sont déjà peu formées, comme vous le dites, mais pas forcément à la précarité, mais tout simplement aux troubles d'addiction, aux troubles psychiatriques. En fait, les professionnels du grand âge, on se retrouve, à partir de 75 ans, à partir de 65 ans, vous vous retrouvez tous dans la case personnes âgées. On met tout le monde dans le secteur gériatrie. On ne fait pas de distinction de pathologie et de type de pathologie. Et voilà. Et j'avais cette première question sur la question de la discrimination. Et la deuxième, en fait, moi, la lecture que j'ai quand vous dites que les travailleurs sociaux font un dépassement de compétences et du coup prennent en charge des situations qui devraient être médicalisées, moi, c'est aussi, je me dis, finalement, il y a peut-être des signes qui sont mal identifiés à temps, et du coup, les personnes arrivent vers le secteur sanitaire trop tard, alors que si ils avaient été pris en charge en amont par des professionnels de santé, mais même un infirmier, juste pour une évaluation clinique de base, peut-être qu'il serait arrivé à l'hôpital, aux urgences, avec des signes moins francs et avec une prise en charge qui aurait été moins coûteuse. Enfin bref. Oui, totalement. Les raisons de refus pour cause de discriminatoire, effectivement, je pense qu'on pourrait tomber le chiffre bien plus bas si le secteur avait plus de moyens RH et financiers, et qu'en fait, si le secteur sanitaire et personnes âgées n'était pas lui aussi en crise. Et effectivement, ces personnes-là, en fait, elles sont souvent éloignées du soin pour plusieurs raisons, parce qu'elles n'accèdent pas. Déjà parce que, en fait, elles ont d'autres priorités que le soin. Souvent, c'est pas forcément la priorité quand on doit essayer de se loger ou essayer de pouvoir manger. Le soin, ça passe en 3e ou en 4e ou voilà. Et aussi parce que y a un parcours de soins qui est difficile. Parce que les personnes sont éloignées du soin, qu'elles peuvent avoir peur des soignants, qu'elles n'ont pas forcément toujours des bonnes... comment dire ? Elles peuvent être traumatisées aussi par l'accueil qui peut leur être réservé. Dans le parcours de soins, même plus jeune, il y a aussi des refus de soins et des discriminations, certainement aussi parce que les professionnels sont saturés et sous l'eau. Et effectivement, en fait, si on pouvait faire en sorte que ces personnes accèdent aux soins bien plus tôt, peut-être qu'on pourrait ralentir en tout cas le vieillissement, ou en tout cas les conséquences du vieillissement. Mais dans tous les cas, c'est aussi un autre travail à faire, et notamment par exemple en mettant des médiateurs et des médiateurs en santé dans toutes les structures sociales, ou des infirmiers et des infirmières dans les structures sociales, quoi. Ou aussi en travaillant le décloisonnement des secteurs, et notamment avec la médecine de ville, et en formant aussi ces professionnels à accueillir ces personnes, et en formant aussi les travailleurs sociaux à savoir vers quel service diriger. Enfin voilà, il y a vraiment effectivement plein de choses à faire, et pas seulement passer 60 ans en fait. On pourrait faire beaucoup de choses aussi pour ces publics avant 60 ans. Ouais. C'est la dernière question, du coup après je passerai la parole à Sarah. Merci. Ah, il y en avait deux. Moi, c'était pour compléter par rapport à l'aide sociale. La réalité financière aujourd'hui des EHPAD, c'est que certains sont frileux d'accepter des personnes qui proviennent d'autres départements et qui vont solliciter l'aide sociale, puisqu'ils ne peuvent pas toucher, percevoir ces subventions rapidement, ce qui les met dans une insécurité financière très importante. Pour connaître certains établissements, certains se demandent s'ils vont pouvoir faire passer les payes de leurs salariés, puisqu'il y a beaucoup de monde qui demande de l'aide sociale, qui proviennent d'un département voisin, et les traitements des dossiers sont très très longs. Voilà. Merci. Ce qui montre encore une fois un autre secteur en crise.
Rebonjour. Je voudrais seulement revenir, parce que comme vous disiez, tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Alors, seulement des expériences liées au Finistère. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les professionnels travailleurs sociaux, qui sont assez vastes. Hein. Ça va de l'éducateur spécialisé en passant par le CESF et autres. Il y a quelques méconnaissances de ce qu'il peut y avoir sur un territoire. Ceci dit, en Finistère, on a quand même des choses intéressantes. Il y a Appui Santé en Cornouailles, qui est une structure qui va faire de la coordination, quel que soit l'âge. Pour une personne qui a des problématiques de connecter en santé les professionnels de santé et ses besoins. Donc c'est une chose intéressante. La deuxième chose, c'est à titre personnel, et là je parle des hôpitaux, parce que quelqu'un était inquiète sur la discrimination. Il y a les passes. Donc voilà, les permanences d'accès aux soins. Quand la coordination se fait entre professionnels du social, externes à l'hôpital et internes, les assistants sociaux qui sont hospitaliers, ça marche très bien pour des personnes qui sont en précarité, vieillissantes ou pas, avec des droits ouverts ou pas, c'est fonctionnel. Donc ça existe, donc il n'y a pas de surcoût. Après c'est compliqué peut-être à mettre en place à chaque fois, mais ça peut fonctionner. Et enfin, j'entendais la discrimination du secteur santé, mais nous-mêmes dans le social, on est discriminants. On est discriminants, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à l'exigence de certains dispositifs par rapport à la règle commune. On est discriminant quand monsieur incasable ou madame incasable est tellement incasable qu'il fait de la migration entre différents dispositifs d'hébergement ou de logement, parce que ça use les équipes. Donc la solution qu'on trouve, c'est au lieu de perdre la personne, c'est de sauter d'un dispositif à l'autre. C'est discriminant. La personne ne peut pas se poser, ne peut pas créer du lien au niveau de son parcours santé et autres. Donc oui, nous sommes malheureusement amenés à avoir des fonctionnements discriminatoires pour pouvoir espérer toucher le plus de personnes. Et c'est ça qui est ennuyeux. Voilà. Merci. Et du coup, effectivement, je vous rejoins sur la nécessité de décloisonner et de décloisonner en fait les secteurs, mais même effectivement au sein de l'hôpital. Quand on entend parfois que des sorties d'hospice se passent mal parce qu'en fait, le service d'urgence n'a pas pu discuter avec le service social de l'hôpital. Mais effectivement, en fait, pour que ça se passe bien, en fait, il faudrait plus de personnes et plus de moyens, que ce soit à l'hôpital, au secteur personnes âgées, au secteur du soin ou au secteur social, quoi. Et du coup, comme vous parliez de ce qui se passe dans le Finistère, ça fait une super transition pour passer la parole à Sarah, qui va nous présenter justement ce qui se passe à Brest.